À vous tous, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais poursuivre ce travail qu'on a fait sur cette valise que on promène avec nous. Et je voudrais voir aujourd'hui, on en a parlé hier, on a vu comment on la promenait sans cesse. Je voudrais voir aujourd'hui pourquoi est-ce qu'on la remplit et comment est-ce qu'on la remplit. Le Bouddha nous a parlé de dukkha, de malaise, le mal-être, etc., provoqué par cette soif. Et la question, c'est pourquoi est-ce qu'on recommence puisque, par exemple, si vous prenez un enfant qui regarde le feu, c'est joli, ça bouge et tout ça, puis qui va tendre la main pour essayer d'attraper, il va se faire mal et puis il va enlever sa main, il ne va pas recommencer. Et nous tendons la main pour attraper, nous nous faisons mal et puis nous recommençons. Voilà. Et donc le Bouddha a posé cette question, pourquoi est-ce que nous faisons cela sans cesse? Il a montré une sorte de mécanisme que nous faisons et que nous montons en quelque sorte comme ça à chaque instant dans notre vie, et lui, il a voulu nous montrer comment on peut le démonter. Je veux le montrer d'une façon un petit peu plus fantaisiste, en comprenant bien que ça rejoint les 4 nobles vérités, puisque c'est basé sur l'ignorance. L'ignorance, c'est ce qui nous fait traîner cette valise en pensant que c'est nous, que nous ne pouvons pas la lâcher, que c'est une extension de notre corps, et l'ignorance, c'est ce qui nous fait la remplir encore et encore. Donc, je vais le montrer à gros traits. Bien sûr, c'est un petit peu comme de mettre un microbe sous un microscope, il devient gros comme un éléphant. Mais bon, et je crois que quand même, on peut un petit peu s'y reconnaître. Donc, un exemple. Je suis assise devant le temple, tranquille, il fait beau, je suis tranquille. Et devant le temple, il y a une prairie qui monte comme ça, puis en haut de la prairie, il y a une forêt. Et je vois quelque chose qui bouge. Donc, la première chose, c'est j'ai ce contact à travers ma vue. Il y a quelque chose qui bouge. Je me dis, tiens, qu'est-ce qui arrive par la forêt? Est-ce que c'est un animal? Alors, j'espère que c'est pas un chevreuil, c'est joli, mais il va venir peloter les salades, ou un sanglier, ou peut-être que c'est un promeneur. Enfin, voilà, je commence à réfléchir comme ça. Et puis, je vois que ça se rapproche et je vois que c'est une personne, en fait. Je me dis, tiens, c'est peut-être ma voisine qui se promène ou bien quelqu'un qui vient nous rendre visite. Bon, je continue comme ça. Hein. Et puis, je vois, la personne se rapproche, donc, et je vois que c'est... alors, je mets un nom au hasard parce que je connais une personne qui s'appelle comme ça. Je vois que c'est Jean-Louis. Je ne connais pas du tout Jean-Louis. Voilà, au hasard. Donc, je vois que c'est Jean-Louis. Et à partir de là, il y a 3 réactions possibles. La première, je suis très contente. J'aime beaucoup Jean-Louis, je suis contente qu'il passe. Et en plus, il y a le pied de la table qui est cassé, il va pouvoir le réparer. Bon, ça, c'est vraiment le temps. Donc, je suis très contente, c'est Jean-Louis. Et je commence à me dire, ah ben, c'est bien qu'il passe, je suis contente de le voir, etc. La deuxième, c'est Jean-Louis, ça, rien, c'est Jean-Louis, voilà, il va passer. Et puis, il n'y a rien de spécial. Et la troisième réaction, c'est, ah non, c'est encore Jean-Louis. Ah non, mais vraiment, Jean-Louis, il est pénible, il va encore être là, et puis on va se disputer, etc., etc. Vous voyez. Et à chaque fois, il y a la naissance, en quelque sorte, d'une nouvelle personne. Il y a la personne qui est contente, ou bien la personne qui est très mécontente, ou bien il y a la personne qui n'en pense rien. Et lié à ça, il y a l'attente. Si je suis très contente, je commence à me dire, ah ben voilà, on va discuter, on va faire ci, on va faire ça. Et puis, il y a l'envie donc d'aller vers, et puis il y a l'envie de repousser. Si je suis pas contente, ah ben non, alors peut-être que je vais aller, je sais pas s'il m'a vu, peut-être je vais partir derrière le temple, et puis aller chez la voisine, le temps qui passe, voilà. Et à chaque fois, je vais avoir une sorte de construction mentale comme ça, comme si j'avais pris le mot Jean-Louis, la perception, la vue de Jean-Louis, et puis je la remplis d'un tas de réactions. Et bien sûr, Jean-Louis, de son côté, fait la même chose. Il se dit, ah, je suis content, ah, ben, tiens, voilà, il y a Justine Sensei qui est assise devant le temple. Bien, ah, mince, je pensais que le lundi, justement, elle n'était pas là. Enfin, bon, voilà. Et puis, la rencontre, toujours, va se faire. Hein. Peut-être que j'étais contente et que ça se passe bien et je suis contente quand il parle. Et donc, j'ai rajouté quelque chose dans mon sorte de sac qui s'appellerait Jean-Louis. Ou bien j'étais contente et puis ça se passe mal et puis il y a la déception. Donc, voilà. Et tout ce que je vais rajouter en quelque sorte dans ce sac, et lui fait la même chose, on n'oublie pas, va provoquer des nouvelles réactions. La prochaine fois, je veux le voir arriver. Donc, il y a quelque chose en mouvement comme ça, sans arrêt, et qui crée des choses pour le futur.
Et ça, c'est un fil que j'ai dans ma tête. C'est le film de Jean-Louis. Mais en même temps, dans ma tête, il y a beaucoup d'autres fils. Il y a ce que j'ai entendu ce matin à la radio qui m'a fait plaisir ou qui m'a mis en colère. Il y a ce que je dois faire cet après-midi. Il y a le jardin dont je dois m'occuper. Il y a d'autres personnes. Il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de fils en même temps. Vous voyez et là, je passe à une autre image. J'ai dit, hein, je pense en image. Je passe à une autre image. C'est que je vois dans ma tête, je regarde dans ma tête, souvent c'est pendant Zazen que ces images se produisent, et dans ma tête, c'est comme s'il y avait un théâtre. Vous voyez les théâtres à l'ancienne, les théâtres à l'italienne, comme on dit, avec les sièges, et puis une salle, une scène comme ça. Et sur cette scène, il y a plein de monde. Vraiment, il y a plein de gens. Il y en a qui sont assis dans un coin. Il y en a qui marchent à travers la scène. Il y en a qui parlent fort pour s'imposer. Il y en a qui chuchotent. Il y en a qui éclatent de rire. Il y en a qui pleurent. Il y a plein de monde. Dans ma tête, il y a vraiment plein de monde comme ça, comme un théâtre. Et puis, il y a une sorte de, comme les éclairages de théâtre, une sorte de spot lumineux qui tantôt va allumer la Jean-Louis, et puis tantôt va allumer quelqu'un d'autre, et puis un souvenir, et puis une attente, etc., etc. Plein de choses, plein de monde comme ça. Et en Zazen, quand je m'assois, tout ça se calme, tout ça s'apaise, et un petit peu, ces personnages comme ça disparaissent de ma tête. Et je dis personnages parce qu'il faut bien voir que, en parlant de toujours ce Jean-Louis imaginaire, le Jean-Louis que j'ai construit n'a pas forcément beaucoup, pas du tout, ou beaucoup, ou pas du tout, de rapport avec le Jean-Louis tel que Jean-Louis lui-même s'est construit, etc. Donc, pendant Zazen, ces personnages de théâtre qui sont dans ma tête vont petit à petit disparaître. Et puis à un moment, même les murs, le plafond, le sol, tout ce qui crée cette fermeture en quelque sorte, hein, dans ma tête comme ça, où il y a tous ces gens, tout ça va disparaître. Et ce qui va rester, eh bien, c'est de l'espace et de la lumière. Ce qui va rester, c'est quelque chose de très tranquille. Et puis, bien sûr, peut-être que je vais me lever comme ça, avec beaucoup d'espace, et puis peut-être que tout d'un coup, le téléphone va sonner et c'est Valérie, et puis je vais repartir, etc., etc. C'est encore une fois un exemple, à grands traits, c'est mon image que je partage avec vous, et après vous trouvez vos propres images. Voilà, mais c'est pour expliquer comment se fait cette construction. Et elle a un point de départ, vraiment. Donc, l'ignorance, etc., la valise, le fait de voir quelqu'un. Et au moment où je vois, je remplis. Hein, c'est ça. Au moment où je vois, je mets. Ça va, je veux dire, je vois que c'est pas un animal, je vois que c'est un être humain, je vois que c'est un homme, je vois que c'est Jean-Louis que je connais. Jusque-là, ça va. Il ne s'agit pas de se retrouver comme ça, à se demander et qu'est-ce que c'est cette personne-là qui parle en face de moi sur l'écran. C'est pas ça. Mais au moment où je dis Jean-Louis, tout arrive. Et ce qui est intéressant, c'est que pour moi, c'est comme un bloc, c'est indissociable. Au moment où je dis Jean-Louis et que tout arrive, se dérouler comme ça, je vois pas de fissure, je vois pas de place. Or, en fait, et c'est ça ce que le Bouddha nous explique, il y a un espace entre Jean-Louis et puis tout ce que je vais mettre dans Jean-Louis. En fait, il y a un espace de respiration. Et je pourrais m'arrêter là. Je pourrais m'arrêter là et me dire, eh bien oui, c'est Jean-Louis. Voilà. Et je pourrais accueillir ainsi ce qui vient, sans être déjà souriante parce que je suis contente, en faisant la tête parce que je suis mécontente, ou bien en construisant dans ma tête tout ce qui va se passer, etc., etc., et en allant chercher tout ce qui s'est passé dans le passé, etc. Donc, je pourrais m'arrêter là. Voilà. Voilà, c'est Jean-Louis, point. Et à ce moment-là, ça ne serait pas seulement enlever toutes mes idées préconçues sur ce qui va se passer et comment ça va se passer, est-ce que ça va être agréable, est-ce qu'il va réparer le pied de la table ou quoi. C'est pas seulement ça, parce que, bon, ça serait déjà un premier point. Mais surtout, de s'arrêter là, ce que disent les textes, c'est que l'on va laisser apparaître, alors je cite là, une pensée qui ne soit appuyée sur rien sans le point de repère du moi.
Et ça, c'est vraiment ça, sans le point de repère du moi. Il ne s'agit pas de nous, comment dire, de nous arracher des mains cette valise, parce que là, ce serait une souffrance. À partir du moment où vous pensez que c'est vous, ce serait comme une amputation de vous-même. Mais il s'agit par la compréhension de ce mécanisme d'ouvrir les mains et de pouvoir la laisser partir. Et ça, c'est libre de soi. Et c'est ça ce que le Bouddha, bon, de façon beaucoup plus fine, plus explicite, hein, bien sûr, encore une fois, je fais quelque chose de fantaisiste aujourd'hui, mais pas fantaisiste au sens du mécanisme. Hein. Donc le Bouddha nous a donné comme point de repère, voilà la construction que vous êtes en train de faire et voilà la façon dont vous pouvez la défaire. J'y reviendrai peut-être la semaine prochaine de façon plus classique, mais en attendant, voilà, au moment où nous arrêtons de tout remplir comme ceci, au moment où nous arrêtons au moment du contact, au moment de ce que la vue ou un autre organe des sens, 5 organes des sens, plus dans le bouddhisme, le 6e qui est la pensée, parce qu'aussi bien ce que je fais avec une personne en chair et en os qui arrive, je le fais sans cesse dans ma tête avec les pensées, donc je crée là aussi, je refais ce mécanisme. Donc, libre de soi, ça serait de pouvoir lâcher, couper ce mécanisme au moment où il y a un premier contact à travers la vue, l'ouïe, le toucher, etc., etc. Et à ce moment-là, il n'y a plus de valise et elle est plus remplie et il y a juste la vie telle qu'elle est. Et mais c'est un petit peu comme cette phrase que j'avais citée, l'alouette qui s'envole dans le ciel complètement libre. Et j'avais dit, on n'est pas des alouettes. Et on n'est toujours pas des alouettes. Ça, c'est la première partie, prajna, libre de soi. Et l'autre partie, j'ai trouvé une citation de Maître Ngo. Maître Ngo, c'est un vieux maître chinois. Et il dit ceci, couper tous les obscurcissements liés à l'ignorance et aux émotions, au désir et à la pensée conceptuelle, c'est le seul moyen d'atteindre la vérité de la grande compassion. La vérité de la grande compassion. Merci beaucoup. Bonjour. Donc, je voudrais reprendre et continuer un petit peu ce qu'on a commencé la semaine dernière. Et bien sûr, vous avez reconnu à travers ma description de la rencontre avec Jean-Luc, vous avez reconnu Pratitya Samutpada, la production, coproduction conditionnée ou conditionnelle. Ce qui est intéressant, ce qui est amusant, c'est que souvent, on a des disciples, des étudiants de la voix, même anciens, qui, quand ils entendent ce mot, Pratitya Samutpada, vraiment frissonnent et disent « Ah non, non, c'est trop difficile, vraiment, je ne comprends rien, c'est difficile et tout ça. » En fait, bon, c'est vrai que ça demande un effort un petit peu pour y rentrer, mais vraiment, ça vaut la peine parce que Pratitya Samutpada, c'est passionnant. C'est passionnant parce que il ne faut pas y chercher une démonstration scientifique ou une philosophie ou quelque chose. Le Bouddha pose la question, mais pourquoi est-ce qu'on entre sans cesse dans dukkha? Pourquoi est-ce qu'on répète dukkha encore et encore comme ça? Voilà, c'est une réponse très pragmatique en fait à cette question. Et c'est un point très important puisque le Bouddha va dire, enfin on trouve dans les Nikayas les plus anciens, celui qui voit Pratitya Samutpada voit le Dharma, celui qui voit le Dharma voit le Bouddha. Donc, cet enseignement fonde tous les enseignements du Bouddha et il fait bien partie de la première noble vérité puisqu'il est appuyé sur la recherche de pourquoi dukkha. Comment faire pour que dukkha n'apparaisse pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça évolue au cours des siècles. On a la première version, la plus ancienne, celle dont j'ai parlé l'autre fois, en fait, qui s'appuie sur 8 facteurs. C'est-à-dire, il y a la vue, et puis l'œil, la vue, l'objet qui est vu, et de là, le ressenti, la réaction, et de là, la soif d'avoir, de ne pas avoir, et de là, la naissance d'une personne, etc. Je ne vais pas y revenir. Donc, on a ces 8 facteurs, et il faut, si on veut mettre fin à dukkha, qu'on s'arrête à un moment et qu'on s'arrête le plus tôt possible, c'est-à-dire lorsqu'il y a la vue, seulement le voir. C'est un des passages très, très connus du Bouddha qui dit ceci, c'est le Bhaya Sutra. Lorsque tu vois une forme, qu'il n'y ait que le voir. Lorsque tu entends un son, qu'il n'y ait que l'entendre.
lorsque tu sens une odeur qu'il n'y ait que le sentir, quand tu goûtes un goût qu'il n'y ait que le goûter, quand une pensée s'élève, que ce ne soit qu'un phénomène naturel de l'esprit. Pratiquant ainsi, il n'y aura ni soi ni je. Quand il n'y a pas de soi, il n'y a pas de courir par-ci par-là, pas d'aller ni de venue, pas d'arrêt. Le soi n'existe pas, c'est la fin de dukkha, cela précisément est nirvana. Donc, le Bouddha dit bien, il faut, alors bien sûr, ça nous demande une grande attention pour arrêter, pour couper au moment où il y a la vue, de ne pas rajouter le ressenti et de là, etc., etc. Mais à ce moment-là, il n'y a ni soi ni je, et dukkha qui naît de cette espèce d'appropriation d'un je qui ressent quelque chose, qui veut pas, etc. Donc voilà, ça c'était notre point de départ avec ce qu'on appelle le contact, la vue et l'objet. Et puis les siècles passent, peut-être un siècle et demi, 2 siècles, et un certain nombre d'écoles se développent avec des vues un petit peu différentes suivant les écoles. Et Pratitya Samutpada change. Et au lieu des 8 facteurs, des 8 liens qu'on avait, comme ça, qui nous enserraient dans le samsara, on va en avoir 12. Dans la première version, on parlait de la naissance d'une personne, par exemple, la naissance qui voit arriver Jean-Louis, la naissance de la personne qui est contente de voir Jean-Louis, la naissance de la personne qui est plus contente après son départ, etc. Dans cette nouvelle version, à 12 facteurs, on a la naissance en tant que naissance concrète, en tant que naissance d'un corps, dans le sens le plus ordinaire de ce terme. Et le processus de fabrication de dukkha va s'étendre sur 3 vies. Parce que dans la vie présente, en fait, tout ce que nous avons collecté et ressenti, tous ces actes, toute cette vue suivie du ressenti, suivant la soif, etc., vont donner un élan qui vont amener à la vie présente. Et tout ce que nous faisons, ressentons dans cette vie présente donne un élan qui va faire un processus comme ça qui se poursuit dans la vie suivante. Donc on a on est sur 3 vies comme ça. Et là, alors moi je trouve que juste je voudrais faire une parenthèse parce qu'il me semble que là il y a un grand malentendu souvent entre les enseignements et les occidentaux. Parce que je pense que pour la plupart des occidentaux, si on dit oui mais après cette vie-là il y a une vie suivante, ils vont dire ah super, une vie suivante, super. Et on va dire, les enseignements vont dire oui mais attention, ça va être une vie qui va être avec dukkha, avec la maladie, la vieillesse et la mort, être séparé, être proche, etc. Et tout le monde dit ah oui mais ça va, mais tant pis, mais moi je prends tout avec les rages de dents, les chagrins d'amour, les dimanches où il pleut, je prends tout parce que nous avons en tant qu'être humain, pas spécifiquement en tant qu'occidentaux, mais nous avons cette avidité du ressentir, qui fait qu'on a du mal à couper et ce qui fait qu'on a un certain enthousiasme à imaginer qu'il y aura une vie suivante, une vie suivante. Et ça, c'est vraiment typiquement ce qu'on appelle l'ignorance, qu'on a déjà vu. L'ignorance, à savoir de prendre pour désirable ce qui n'est pas désirable, à savoir de prendre pour heureux ce qui n'est pas heureux et pour juste ce qui est faux. Parce que cette vie dans l'élan de l'appropriation, dans l'élan du ressenti et de dukkha, c'est justement cela dont le Bouddha explique que nous pouvons nous libérer. Mais nous sommes tellement plongés dedans, je dirais, d'une certaine façon, que nous n'arrivons pas à voir dukkha, à voir ce qu'il a sous-tend et à pouvoir même projeter, imaginer une vie hors de dukkha qui serait, comme le dit le Bouddha dans ce Bhaya Sutra, une vie sans moi, sans je, construit comme ça, fabriqué, et qui serait le nirvana. Donc ça, c'était une parenthèse, mais donc à travers ces 12 facteurs, nous montre comment nous tournons sans cesse dans ce samsara. Et il y avait une expression que j'avais trouvée, que je trouvais intéressante, qui dit que nous sommes des voyageurs d'utérus en utérus. Je trouvais que c'était vraiment une expression qui frappe. Et nous continuons à fabriquer un moi avec l'insatisfaction, le mal-être, etc., que ça entraîne. Et le point de départ, en quelque sorte, alors, si vous êtes puriste, je sais, on ne dit pas, il n'y a pas de point de départ. C'est une roue, ça tourne comme ça, il n'y a pas de point de départ, on ne peut pas le trouver. Néanmoins, comme il faut bien parler
dans un certain ordre, c'est l'obligation de la parole, on pose en départ, qui n'est pas un point de départ, ok, on pose en départ l'ignorance, cette ignorance dont je viens de parler, qui nous fait souhaiter avec avidité ce qui n'est pas désirable, qui nous fait voir les choses de façon fausse et qui nous accroche à un jeu. Pour mieux expliquer comment ça se met en place, je reviens au nom Pratitya Samutpada, c'est-à-dire production ou coproduction conditionnée ou conditionnelle, peu importe. Production, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va apparaître. Et conditionnel, ça veut dire que ça va apparaître sous condition de. Et cela est résumé dans cette formule qu'on a tous vue dans les enseignements. Quand ceci est, cela est, ou bien plus exactement, cela naît. Quand ceci demeure, cela demeure, et quand ceci cesse, cela cesse, ou bien décroît, ou bien disparaît. Lorsqu'il y a une cause aussi, il y a un certain nombre de conditions, et bien quelque chose va apparaître. Alors, c'est pour ça que souvent on va donner aussi à Pratitya Samutpada la traduction d'interdépendance. Parce que ceci est, cela est, ça apparaît dans toutes les conditions et dans le monde naturel aussi bien qu'il n'existe qu'à travers ça. Par exemple, je prends une graine de carotte. Cette graine de carotte va être la cause de carottes à venir si les conditions sont réunies. Je la plante, le sol est bon, il y a suffisamment de soleil, il y a suffisamment d'eau, il n'y a pas de rat, il n'y a pas quelqu'un qui marche dessus. Donc, lorsque les conditions sont bonnes, c'est-à-dire cette carotte va apparaître. Mais si je regarde de plus près ce que j'ai appelé la cause, la graine de carotte, en fait, elle-même, elle est née de conditions. Il y a eu une carotte avant qui a eu des conditions favorables, etc., qui a poussé, qui a pu faire des graines, mais avant, il y a eu... Et alors, je vais vous dire, en essayant de remonter comme ça, je suis allée dans Google et j'ai tapé « origine de la carotte ». Donc, j'ai appris des choses botaniques. Je vous le dis, la carotte au départ, c'était une petite racine très translucide et très amère qui a poussé quelque part en Iran et en Afghanistan. Ok, mais c'est pas satisfaisant parce que ça peut être l'origine botanique de la carotte, mais ça ne me dit pas avant cette petite racine qu'est-ce qu'il y avait et qu'est-ce qu'il y avait et qu'est-ce qu'il y avait, parce qu'il n'y a pas d'endroit où je puisse dire ben voilà, ça c'est le point de départ. Et si je regarde les conditions elles-mêmes, si je regarde l'eau, la pluie, elle arrive par un certain nombre de conditions, alors j'ai pas d'idée, mais de masse d'air chaud, masse d'air froid, etc. Le soleil, il existe dans un certain nombre de conditions, et quand cette condition va disparaître, je sais pas dans combien de millions d'années, le soleil va disparaître, etc. Ce qui fait que j'ai à la fois un rapport d'interdépendance horizontale, comme ceci, pour des conditions qui étaient possibles, et puis un rapport vertical comme ceci, la sans origine de la graine, etc., et qui a son tour, etc. Vous voyez? Donc, je suis dans une interdépendance complète, et on peut imaginer des fils qui relient cette carotte eh bien, à tout ce qui existe dans ce sens-là comme dans ce sens-là. Et tout est comme ça dans le monde naturel et jusqu'à l'univers lui-même qui a apparu avec un certain nombre de conditions et qui disparaîtra avec un certain nombre de conditions. Okay. Pour l'être humain, c'est un peu différent, mais on retombe sur le même processus. Et là, alors là, ça c'est une idée que j'ai, qu'il faut distinguer deux niveaux. Le premier niveau, c'est la naissance, dans le sens ordinaire du terme, la naissance, le corps. Voilà. Ce qu'on appelle Namarupa, le corps et le nom, est basé sur les 4 éléments traditionnels. Donc, cette naissance, elle arrive en fonction de causes et de conditions, bien sûr, mais bien sûr que le père et la mère eux-mêmes sont nés à travers causes et conditions, etc. Et que les conditions qu'il faut pour qu'un enfant vive dans l'utérus et puis après vienne au monde et grandisse, etc., sont innombrables. C'est absolument impossible de les répertorier. Et on voit à travers ça que nous aussi, nous sommes reliés à des fils et à des causes et à des conditions. Si on posait une question, dont Gombrich parle d'ailleurs dans son livre, c'est est-ce que ça veut dire que nous sommes des marionnettes, que nous sommes tellement esclaves des conditions qui se présentent que nous n'avons plus aucun libre arbitre. Or, le Bouddha, vraiment, nous donne une liberté totale.
nous montre que la liberté est totale. Bien sûr, nous n'avons pas la liberté des conditions, ni de l'endroit dans lequel on est, ni du corps qu'on a, ni des circonstances extérieures, etc. Ça, c'est notre fantasme de toute puissance, que nous pourrions tout réguler. Mais nous avons la liberté totale de notre réponse à ces conditions. Donc, pour prendre un exemple très simple, je me dis, je peux plus me pratiquer Samutpada et justement, il y a du soleil, je vais aller marcher jusqu'au port pour regarder couler le fleuve. Je pars, je marche et là-dessus, il commence à pleuvoir. Pleuvoir, je peux me dire, ah ben voilà, il pleut. Il pleut, c'est une chose naturelle. Il pleut, je ne peux pas, comment dire, j'ai aucun pouvoir sur cette condition météorologique. Mais je peux aussi remplir ma valise en me disant, ah ça y est, justement, au moment où je peux sortir, il pleut, et toujours quand je sors, il pleut, et puis j'ai pas de parapluie parce que c'est telle personne de Nice qui m'a emporté mon parapluie la dernière fois, etc. Voilà, j'ai une liberté totale. Encore une fois, c'est un tout petit exemple, mais ça marche pour tout. J'ai une liberté totale dans ma réponse. Je peux remplir la valise ou je peux dire simplement, voilà, il pleut. Donc, ces conditions, causes et conditions qui vont générer l'apparition de formes, et pour moi, là, je reviens à Maître Dogen, bien sûr, de formes toujours changeantes. Et alors, j'ai trouvé un exemple, bon, tous les exemples, toutes les images ont leurs limites, c'est sûr, mais j'ai trouvé un exemple qui m'a montré quelque chose, je trouve. C'est Musso Wang, c'est un enseignant du Massachusetts qui dit ceci. Quand nous voyons à la télévision les images d'un cyclone, nous voyons ces masses d'air qui bougent comme ceci, et par commodité, en fait, souvent les cyclones ont des noms. Il y a un cyclone Betty, cyclone je ne sais pas quoi. Donc on le voit. Alors on nous dit, ben voilà, cette masse d'air, elle se déplace à 100, 200 km/h et puis elle va passer au-dessus de Cuba dans une heure, par exemple. Et puis en même temps, on la voit qu'au fur et à mesure qu'elle se déplace, elle s'effrite, où il y a des morceaux qui partent. Et puis, alors tout ça sont les conditions. Là encore, je ne connais rien vraiment en géographie. Je ne sais pas quoi, là aussi, masse d'air chaud, masse d'air froid, les vagues, je ne sais pas. Voilà. Mais on voit vraiment que ça change, que ça bouge, qu'elle devait passer au-dessus de Cuba, mais en fait, ça va arriver au-dessus de la Nouvelle-Orléans et dans 3 heures. Et puis entre-temps, il y aura beaucoup ralenti, etc. Donc, mais après, ça passe au-dessus. Alors, voilà, parce que là, j'arrive à la question, en fait, que va poser le Mahayana, pratiquement. C'est, est-ce que tout ce qui apparaît et disparaît comme ceci à travers des causes et conditions, est-ce que ça existe ou est-ce que ça n'existe pas? Est-ce que ce cyclone que je vois, mais qui change sans cesse au fur et à mesure des conditions qu'il rencontre, existe ou n'existe pas? Et pourtant, quand après je vais voir l'endroit où il est passé avec la destruction qu'il a faite, je ne peux pas dire que ça n'existe pas. Donc, la question, c'est de se demander quel est le sens vraiment de ce mot exister. Dans dans les enseignements, dès qu'on voit à partir de Nagarjuna, puis le Madhyamaka, etc., les écoles du Mahayana, exister signifie apparaître, en fait, sans, au-delà ou sans toutes ces conditions. Quelque chose qui apparaîtrait par lui-même et qui disparaîtrait éventuellement par lui-même, quelque chose qui existerait en essence et pas en relation avec toutes les autres choses. Ça, ce serait exister. Et dans cette acception du terme, on ne peut pas dire que ni la carotte, ni moi-même, ni l'univers, ni le cyclone, etc. existent. Mais bien sûr, on ne peut pas dire non plus que ni la carotte, ni moi-même, ni l'univers n'existent pas. N'existent pas en tant qu'entité séparée de l'ensemble. Voilà. Et Nagarjuna, par exemple, puisque ça va être le point de départ un petit peu de toutes ces écoles du Mahayana, Nagarjuna va dire il n'existe nulle part aucun existant qui s'élève de lui-même ou d'autre chose, ou bien des deux, ou bien d'aucune cause. Ça veut dire que chaque chose est vide parce que vide c'est toujours vide d'essence, vide d'indépendance, vide de soi, au sens d'un soi qui pourrait s'élever comme cela, indépendamment de toute cause. Chaque chose est en relation. Et ne pas voir cela, c'est justement l'ignorance qui amène dukkha, qui amène, etc. Alors,
c'est, bien sûr, je n'ai pas la prétention de faire une étude de Nagarjuna en 30 secondes comme ceci, mais simplement pour montrer donc, cette sorte d'évolution. Au départ, on montrait qu'il n'y avait pas de cas, pas de je, et ensuite on est dans l'interdépendance complète, et ensuite on est dans le vide, même cette interdépendance est vide. Et il me semble qu'il apparaît maintenant, très récemment, encore une approche un petit peu différente. Et je pense qu'elle s'appuie ou qu'elle explique beaucoup de choses aussi à travers l'écologie. À travers l'écologie, c'est une relation de dépendance des choses et quand on change un facteur, il y a un autre facteur qui change. Et voir le monde à travers Pratitya Samutpada, c'est mieux le comprendre aussi dans ce sens-là. Il y a une enseignante américaine qui s'appelle Johanna Massey Roshi, qui est très engagée, qui est une activiste de l'écologie, et elle a écrit sur cette approche un très beau texte dont je voudrais lire quelques extraits. C'est un texte que j'ai beaucoup coupé, que je vais mettre sur le blog en son entier, et il offre une dimension que je trouve tout à fait fascinante. Voilà son texte. Sous l'arbre de l'éveil, le Bouddha ne trouva ni cause première, ni élément moteur. Au lieu de cela, il contempla des circuits et des flux naissant du jeu de leur propre interaction et entretenus par celle-ci. C'est alors, dans le creuset de son attention sans faille, que lui vint la réalisation de la coproduction interdépendante. La nature de processus de la réalité lui apparut clairement. Il contempla l'interaction fluide de toutes choses, chacune offrant l'occasion et le contexte de leur émergence et de leur évanouissement réciproque. Toutes choses, aussi réelles que l'air que nous respirons et aussi fugaces que les pas d'une danse. Il vit que tous les aspects de notre monde et tous les facteurs de notre vie subsistent dans un réseau dynamique d'interdépendance. Mais ces courants de relations ne sont pas visibles. L'œil physique nous perçoit comme autant de projets distincts évoluant dans des corps séparés. Et en tant que tels, nous rivalisons pour une place au soleil où nous nous disputons des ressources afin de répondre à nos besoins et désirs personnels. Nous avons alors le sentiment de devoir nous protéger en érigeant de hautes clôtures, en entourant nos communautés de murs et en armant nos frontières. Pour autant, le fait même de notre interdépendance donne à penser que nous sommes capables de voir et d'interagir de façon plus harmonieuse comme les éléments vivants d'un tout vivant. Émanant du grand réseau de la vie, notre appartenance mutuelle n'est pas un songe vain et sentimental. Voilà. Je trouve que cette image de notre appartenance d'être vivant à un tout vivant et tout cela dans un flux et une interdépendance sans cesse renouvelée est très inspirante. C'est une autre vision encore de Pratitya Samutpada. Et si cela vous a donné envie de regarder d'un peu plus près, parce que j'ai envie beaucoup de choses et je n'ai pas donné tous les facteurs, Wikipédia c'est bien fait. Il y a renvoie sur un article de Dominique Trottignon dans les cahiers bouddhistes qui est extrêmement intéressant. Bien sûr, Raoula, le dictionnaire du bouddhisme de Philippe Cornu, Vajrayaratna, et puis alors après, vous plongez dans Nagarjuna, et puis bien sûr, la Prajnaparamita. Voilà, ça c'est tout cela. Et j'espère que cette vue d'un monde de flux sans cesse en mouvement auquel nous appartenons, voilà, c'est quelque chose qui vous inspirera aussi pendant ce week-end. Merci beaucoup et à bientôt.